Bienvenue dans ce cinquième module de réflexion concernant le care et management pour une exorganologie des soins. Nous allons développer dans ce module donc tout ce qui concerne le lien et l'attachement, tout ce qui peut donc tourner autour des relations qui sont tissées entre les humains, mais également les humains et la nature, ainsi que les objets. Alors, nous allons donc dans le cadre de cette présentation, plus spécifiquement sur le lien et l'attachement, donc je vous rappelle que, ce module s'inscrit dans une suite de précédents modules qui ont traité donc d'une part, en tout premier lieu de la question, de la pharmacologie élémentaire, qui constitue la base de l'existence humaine, à savoir que donc l'humain présente un défaut originel, une immaturité, qui va trouver une compensation donc au travers du pharmacone, qui se construit autour d'objets et de savoirs. Mais ce pharmacone, donc il peut être à la fois positif et négatif, est continuellement instable et justement les savoirs autour de son usage doivent être alimentés continuellement, donc développer donc un savoir herméneutique et non pas hermétique, justement ouvert pour le renouveler continuellement et en constituer donc le prendre soin justement du pharmacone, qui est à la fois une solution, mais aussi peut-être un poison, parce qu'il peut nous intoxiquer et se dégrader justement donc en un pharmacos, donc un bouc émissaire qui sera projeté bien souvent donc sur un objet, enfin surtout sur les sujets, donc sur d'autres humains qui vont faire l'objet donc d'être finalement un fusible au court-circuit qui se constitue dans la pensée humaine et peut se manifester justement par des guerres et des destructions. L'actualité en est donc un exemple. Et justement, donc, cette pharmacologie, elle s'exprime au travers donc de la technique qui nécessite, comme je disais, donc une interprétation constante, une herméneutique qui donc va nécessiter la construction d'une rationalité qui a été développée dans la pensée grecque et philosophique et qui nous a permis justement donc de développer donc des machines qui se caractérisent par leur automatisme et standardisation qui va améliorer l'efficience et nous conduire donc vers l'accélérationnisme, le transhumanisme qui est l'aboutissement ou en tout cas une étape importante dans cette acquisition de la technique. Technique qui là donc nécessite une éthique justement interprétative pour justement éviter qu'elle ne devienne un poison, donc au même titre que le pharmacone. Alors justement, donc à propos de cette notion de pharmacone, donc on est passé par un concept important qui touche les soins de santé, qui est la notion de normal et de pathologique, que l'on a justement donc développé avec des concepts venant de Georges Canguilhem, qui nous a introduit sur la question de la normativité, et donc en lien, je l'avais expliqué, avec la notion de catégorisation, qui permet justement d'articuler donc les singularités par rapport au collectif, hein, donc dans un mécanisme de classification, d'ordonnancement quelque part de la pensée. Mais justement, cette catégorisation, elle peut s'avérer être aussi une source de pouvoir et c'est justement Foucault qui l'a développé dans la notion de biopouvoir, qui est donc la capacité de discipliner les corps et les esprits au travers donc d'une normalisation qui va entre autres passer par une hygiène, y compris intellectuelle, qui peut justement être l'objet donc de notre fonctionnement sociétal actuel. Grâce également à la statistique qui va moyenniser justement donc nos comportements, les analyser, mais aussi les moduler par différentes normes et autres critères de salubrité en tout genre.
Alors dans ces mécanismes, justement de catégorisation, qui sont à l'œuvre dans le normal et pathologique, donc on en était passé à la question de l'économie, hein, qui est aussi une organisation de la société qui passe également par des catégorisations, par la statistique et donc qui déteint également sur les soins de santé, puisqu'on parle d'économie de la santé. Et donc, j'avais fait dans ce module donc tout un résumé et un fil conducteur, donc passant du modèle des échanges au niveau des chasseurs-cueilleurs au travers du donner, recevoir, rendre, qui construisait également une hiérarchisation sociale, établissant également des fonctions sociales euh, que justement Georges Bataille avait évoqué à propos de la part maudite et qui est repris d'ailleurs par les fonctions sociales de Dumézil, hein, entre donc les classes hein, donc de nobles, de nobles, les classes de guerriers et les classes donc de prêtres et de religieux, et puis la classe des laborieux que sont donc les classes ouvrières. Et donc c'est au travers de ces différentes classes que va se constituer tout un modèle d'échange, mais également de pouvoir, dont le management et le marketing vont se faire les bras armés justement du modèle capitaliste qui justement amplifie particulièrement les mécanismes d'échange, mais surtout les mécanismes de pouvoir, puisque au travers de l'argent et du capital s'exerce un pouvoir sur les individus et les populations. Et donc nous avions un peu donc développé donc tout ça. Et donc à propos justement de l'économie, qui c'est établir justement une analyse donc des rapports de force liés donc à des mécanismes de production. Donc c'est en filigrane qu'on parle souvent de relations. Et bien donc dans ce module, nous allons nous attacher un petit peu à ben, tiens, qu'est-ce qui construit justement les liens et l'attachement entre les individus, puisque quand on parle d'attachement, attaché, ben on attache une partie à une autre. Et donc nous allons un peu explorer ce qui construit justement ces liens entre les individus, mais également le rapport que nous pouvons construire avec la nature. Alors le premier lien que l'humain va construire dès sa naissance, et même, on pourrait même dire in utero, c'est sa relation à la fonction maternelle. Comme je vous l'avais dit donc dans le premier module, ce qui caractérise l'humain, c'est sa grande immaturité, parce qu'en fait, il n'est compétent en rien dès sa naissance, et donc il y a tout un travail d'apprentissage qui doit être mis en place pour donner les capacités nécessaires à son autonomisation. Et donc ce long apprentissage, eh bien, il doit passer par justement la construction de liens, d'une part avec la mère, ou fonction maternelle, ou la fonction parentale d'une manière plus générale, la famille également qui est une source de soutien et de protection, mais également le groupe, le clan. Et c'est cette construction justement de communauté qui va constituer aussi notre capacité d'évolution favorable donc dans le champ justement de notre rapport à la nature. Et c'est ce qui a fait justement la singularité également de l'Homo sapiens. C'est sa capacité justement à former de grands groupes, et il va le faire justement en développant des capacités de communication et de langage qui vont ensuite donc donner lieu à des capacités d'échange qui construira justement tout ce flot d'économie et sociétal qui en constitue maintenant la base de notre société actuelle. Donc, fonction maternelle est un élément essentiel, et celle-ci donc a été explorée entre autres par Winnicott, donc qui était un psychanalyste pédiatre anglais, qui a particulièrement travaillé cette relation précoce aux enfants, et particulièrement avec l'expérience qu'il a faite durant la Deuxième Guerre mondiale, où de nombreux enfants se sont trouvés orphelins et pris en charge par des pouponnières ou des institutions de soins aux enfants.
et où il a observé justement toutes les caractéristiques psychocomportementales, psychologiques et psychanalytiques qui se dessinaient justement dans les pathologies liées aux séparations précoces avec donc la mère, et donc l'enfant manifestait de nombreux troubles. Et ces observations lui ont permis justement donc d'évoquer que pour la construction psychique de l'enfant, il était nécessaire justement d'avoir une mère suffisamment bonne, et que cette notion de suffisamment bonne, elle s'articulait au travers de capacités d'handling et de holding qui étaient générées donc par la mère. Donc cette capacité donc de porter, de contenir justement l'enfant au travers de gestes et d'attention, mais également au travers du langage. C'est également les mêmes observations qu'ont pu faire euh, donc Françoise Dolto, hein, qui a aussi fait la même expérience dans les pouponnières françaises, où elle constatait que les enfants se laissaient mourir justement parce qu'ils n'étaient pas nourris de cette attention, de ce langage porteur qui pouvait être apporté donc par les soignants. Et elle a un petit peu bouleversé les représentations qu'on pouvait avoir de l'enfant, savoir qu'elle a dit qu'il était nécessaire de parler aux enfants, y compris de parler de la situation qu'ils pouvaient vivre, et leurs souffrances aussi qu'ils pouvaient traverser, en leur expliquant que, ben oui, ils pouvaient se sentir abandonnés, mais que cet abandon était lié, par exemple, à un contexte de fait que la mère était décédée, ou parce qu'elle se sentait démunie, elle se trouvait en incapacité d'eux, et donc, si vous voulez, de donner une sorte d'humanisation et de chaleur quelque part à ce que donc les enfants pouvaient vivre donc dans ces circonstances. Donc cette observation de l'importance du langage et de s'adresser avec attention aux enfants a été un élément crucial justement dans l'exploration de la psychologie de l'enfant. Il y avait aussi Anna Freud également qui a versé donc dans ses observations, également Mélanie Klein, également donc en Angleterre. Donc ces différents penseurs du psychisme de l'enfant donc sont arrivés avec des voix différentes à la même conclusion de cette importance donc de l'attention qu'on pouvait apporter donc aux enfants dès les premiers temps de leur vie, et cela a été justement inclus donc dans les soins qui pouvaient être apportés par les soignants. C'est-à-dire qu'il fallait parler aux enfants, c'était un élément crucial dans leur survie psychique. Donc il ne suffisait pas simplement de les langer, de les nourrir, de les réchauffer, c'était aussi de s'adresser à eux et donc de constituer un maillage, une contenance par le langage et l'attention portée, qui constituaient, si vous voulez, donc les, les- les tuteurs justement de la construction du psychisme de l'enfant. Et donc quelque part, la mère et cette fonction maternelle, donc maternante, elle peut être portée par un homme ou une femme, ou peu importe, euh, permet, si vous voulez, l'habitabilité du monde. C'est-à-dire que l'enfant, quand il émerge dans ce monde d'humain, ce monde également technicisé, il est un peu justement quelque part perdu, donc il n'a aucun repère, et c'est justement, je pense l'avoir déjà évoqué au travers du langage et ses catégorisations, que l'enfant va se situer, va se localiser, justement, va s'orienter justement dans ce monde de paroles, dans ce monde d'images et de sons. Et ça, c'est quelque part la fonction que va assurer la fonction maternelle, c'est-à-dire de pouvoir accueillir l'enfant. Il est attendu, on y porte une attention, et c'est dans cette contenance que l'enfant va pouvoir espérer justement évoluer dans le monde du langage, des gestes et ce monde technique, hein. Donc ça, c'est une notion importante de pouvoir habiter le monde. Et quand on n'a pas justement cet accueil, eh bien, cela peut justement constituer
un élément possible de psychopathologie, de rigidification, de rigidification qui pourra justement donner lieu à de la psychopathologie plus ou moins importante. Alors cet accueil que va réaliser la fonction maternelle, c'est pas un accueil qui se fait d'une manière stérile et standardisée. C'est justement un modelage psycho-émotionnel culturel que va apporter justement la mère. Donc la mère, elle accueille l'enfant avec son propre patrimoine, enfin son matrimoine, si je puis dire. Ce que Olagnier donc évoque la question du contrat narcissique, c'est-à-dire que la mère l'accueille avec ce qu'elle est, c'est-à-dire avec ses failles, avec justement cet inconscient collectif et individuel qui s'exprime au travers d'elle, au travers justement de son psychisme, au travers de son langage. Et là, ben, cet accueil, même s'il y a des points, je dirais, de repère qui peut avoir un certain caractère universel, il y a, si vous voulez, un pattern qui est individualisé socialement, culturellement, donc en fonction justement de la culture, mais aussi de l'individu qui va nous accueillir justement comme adulte par rapport justement à un enfant qui est dans une totale demande, une totale immaturité. Il demande justement à être accueilli. Et donc c'est au travers de ce prisme-là que quelque part l'enfant va être justement habité par l'autre quelque part, donc au travers donc de cette notion de contrat narcissique. Alors le bagage de la mère, ce qui va rendre justement le monde habitable, c'est quelque part le rapport à l'altérité dont la fonction maternelle et le rapport à l'autre va introduire, permettant de donner l'inspiration à Arthur Rimbaud pour dire je est un autre, expliquant d'une certaine manière que par la pensée, en me pensant moi-même comme un tout intégré, eh bien, j'induis un dédoublement pour permettre quelque part cette pensée de moi-même, euh, permettant également de souligner la question qu'on peut retrouver dans l'aspect un peu plus narcissique, qui est une des premières étapes de la formation quelque part de son sentiment d'être soi, c'est moi me regardant, me regarder. Il y a cette notion de dédoublement qui se trouve à l'œuvre donc dans le sentiment d'être soi et que d'une certaine manière, le jeu est un autre souligne également le fait qu'on est construit par l'autre. Comme je vous disais, donc la mère, par son bagage à la fois personnel, familial, social, culturel, eh bien, va apporter une matière toute faite pour permettre à l'autre de s'agripper, de structurer, d'organiser quelque part sa pensée et ce à quoi il est confronté dans sa perception quelque part, déterminant ce que la philosophie, repris également par la psychanalyse, a évoqué de la question du sujet divisé par essence, de par cette notion de dédoublement par la pensée, donc en allemand Spaltung, qui chez les psychanalystes révèle la division entre le conscient et l'inconscient, hein, donc nuançant un peu le propos de Descartes concernant le cogito et ergo sum, hein, auquel Freud va opposer le je pense ou je ne suis pas, justement. Donc, c'est-à-dire que mon identité se révèle plutôt là où je ne le pense pas, donc dans la question de l'inconscient. Soulignant également le on ne sait plus ce qu'on dit dans ce on énonce quelque part, hein. Donc l'être ne sait plus ce qu'il dit dans ce qu'il parle. Il se dit dans le langage des autres, amenant justement la notion de grand autre que Jacques Lacan a introduit, soulignant la question de la performativité du langage. Ça veut dire que le langage structure nos pensées, nos comportements, y compris les institutions.
donc dans une ex-organologie que j'ai déjà évoquée, et que cette performativité donc du langage, c'est que ce langage qui nous est apporté préalablement par la culture et l'altérité, eh bien, va avoir un impact justement sur mes comportements, sur mes attitudes et ma pensée. Donc, par exemple, quand on dit, ben voilà, euh, vous êtes mariés aux yeux de la loi, ben, par le langage, on va instituer quelque part une relation qui a des conséquences juridiques, sociales et ainsi de suite. Ça, c'est ça la notion de performativité, c'est que les mots ont leur importance, ont leurs conséquences dans les comportements et les pensées. Donc ça, c'est la notion de grand autre que Jacques Lacan a introduit, ce qui fait que quelque part, nos envies, nos désirs passent justement par la question du langage. Également, c'est un matériau préexistant et donc c'est le langage aussi qui va permettre de convertir l'instinct pulsionnel, on pourra y revenir sur ces notions différentes, en désir, justement, qui est beaucoup plus illimité, beaucoup plus transformable. Euh, donc ça, c'est pour le grand autre. Et puis, il y a le petit autre auquel nous sommes confrontés au quotidien, c'est le fait d'être confronté à des semblables, à des alter-égaux qui vont construire justement le noyau de l'identification, donc, dont j'établirai un grand développement plus tard. Alors nous en arrivons maintenant à la notion d'attachement qui fait partie des fonds baptismaux justement de la construction des relations et donc de notre rapport à l'altérité. Notions d'attachement qui ont été développées par John Bowlby, qui avait une formation également psychanalytique, mais qui s'est plus inspiré quelque part donc de l'éthologie, donc l'étude du comportement des animaux, et également donc des théories évolutionnistes avec Darwin, et donc toutes les stratégies de survie que les espèces peuvent mettre en œuvre. Et John Bowlby, confronté à une clinique de la séparation durant la Deuxième Guerre mondiale avec donc ces innombrables enfants qui ont été séparés de leurs parents liés au bombardement et à la guerre, donc de 40-45, a fait des observations assez importantes justement sur cette difficulté d'attachement, et il en a conceptualisé justement donc les éléments que je vais développer maintenant, qui se sont étalés entre la fin des années 50 jusque dans les années 80. Théorie que vous pouvez justement approfondir donc dans 3 tomes, donc faisant partie donc du corpus attachement et perte, avec un premier tome justement sur l'attachement, un deuxième qui explore la question de la séparation, avec la gestion de l'angoisse et de la colère, et enfin donc la notion de perte, donc là, en lien avec le deuil, et donc la question des comportements de tristesse et de dépression. Alors pour John Bowlby, à la différence des psychanalystes purs et durs qui établit que justement notre rapport à l'altérité se fait sur le modèle de l'étayage, pour Bowlby, en fait, le processus d'attachement est un système inné, un peu un mode instinctif, motivationnel, homéostatique, c'est-à-dire qu'il va établir une liaison à l'entourage de manière relativement stable pour justement permettre sa survie, donc dans une logique justement de compensation et d'adaptation par rapport à son environnement pour pouvoir avoir une survie. Donc c'est ça le but quelque part de l'attachement, c'est d'assurer sa survie. Et donc cet attachement qui est un modèle comportemental et émotionnel,
Eh bien, il vise principalement une sécurisation intérieure qui va justement passer par un équipement comportemental que l'on peut voir assez vite chez le nouveau-né, c'est-à-dire donc des comportements de succion, d'attraper, d'agrippement, de suivre, du regard, également le sourire, hein, qui est un élément attractif, mais également le pleurer, qui va aussi assurer une certaine attention vis-à-vis donc de l'enfant. Et c'est au travers justement de ces comportements liés à l'attachement que l'enfant va justement développer des capacités exploratoires qu'il fera aussi au travers du jeu, aussi qui est une manière, une modalité d'être en relation avec les autres et aussi avec les objets. Hein, on en reparlera, on en a déjà évoqué avec la question de l'objet transitionnel, mais que je vais redévelopper ici. Donc capacités exploratoires qui sont des sources très importantes expérientielles dans la construction de l'autonomie de l'individu futur. Donc cet attachement est vraiment premier, il est instinctuel presque, en tout cas pour John Bowlby, alors que pour les psychanalystes, c'est plus la question du lien qui lui se construit sur des éléments d'étayage, c'est-à-dire qu'en fait nous nous attachons, hein, psycho-émotionnellement, si je puis dire, et psychanalytiquement, parce que en fait, au départ, nous nous sommes attachés, enfin c'est sur un étayage de nourrissage, en fait. C'est parce que nous avons une mère qui nous nourrit, qui nous satisfait, qui nous gratifie sur le plan de la libido, que nous nous attachons à elle, tandis que Bowlby, lui, considère que l'attachement est premier avant tous ces développements psychosexuels qui sont développés par la psychanalyse. Alors, pour John Bowlby, cette notion d'attachement, au départ, est assez indifférenciée. Hein. Donc, lorsque l'enfant naît, de par sa vulnérabilité, je l'ai déjà évoqué, ce qui a permis pour les philosophes d'introduire cette notion de pharmacone et de cette compensation technique qui en résulte. Eh bien, cette modalité donc d'attachement qui se fait d'abord pour tout le monde, eh bien, elle va se cibler de plus en plus pour les caregivers en anglais, donc les soignants, donc qui seront en l'occurrence donc les parents, donc les figures qui deviendront des figures d'attachement principales, la mère d'abord, puis le père, et puis ensuite donc la fratrie s'il y en a. Et justement, ce ciblage sur les figures d'attachement principales, eh bien, va donner lieu justement vers l'âge de 7 mois, eh bien, à cette hiérarchisation dans les figures d'attachement. Donc, il y a d'abord la mère, puis le père, puis la fratrie, et puis peut-être les grands-parents s'ils sont plus ou moins présents dans les interactions. Et lorsqu'il ne voit pas ces figures d'attachement, eh bien, il va développer des angoisses de séparation qui vont qui vont s'exprimer par des pleurs, par exemple. C'est également durant à cette période que l'enfant va commencer à développer ses capacités exploratoires et qui va justement essayer de se rassurer chaque fois en se figeant sur la figure d'attachement principale pour se rassurer lorsqu'il est confronté donc à des difficultés dans cette exploration. Alors, ce sont des observations qui ont aussi été faites par Françoise Dolto, hein, qui elle aussi justement évoquait, et ça lui a permis d'ailleurs de développer la question de l'école verte, hein, donc qui était un peu un lieu justement où l'enfant pouvait faire des expériences vis-à-vis donc des autres, tout en ayant à sa disposition ces figures d'attachement principales qui étaient leur mère, qui étaient, je dirais, au bord des zones de jeu, et c'est par ce biais d'être réassuré que l'enfant pouvait justement améliorer ses capacités exploratoires et de construction autonome. Alors, pour John Bowlby, il considère justement que vers 3 ans, là, l'enfant va commencer à développer des stratégies de partenariat qui est corrigé quant au but, c'est-à-dire qu'en fait, bon, l'enfant va essayer, entre guillemets, de manipuler son environnement pour obtenir le maximum d'avantages sur le plan des récompenses.
Et c'est là que l'aspect éducatif donc va être plus serré entre guillemets. C'est là aussi qu'il va acquérir toutes sortes de capacités de contrôle de lui-même, hein. Donc la capacité d'abord de compétence donc de propreté, puis ça va être l'acquisition de la marche, qui va donc lui donner donc d'autres capacités d'autonomie. Et donc le, comment dire, l'enfant donc va développer un schéma relationnel pour John Bowlby, qui va s'inspirer donc de ce qu'on appelle le modèle interne opérant qui a été développé par Craig, euh, et qui en fait est une représentation de soi-même et des autres au travers donc de stratégies d'interaction apprises par essai-erreur et également par ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Donc c'est-à-dire que on va choisir telle ou telle option psychocomportementale de manière sur base donc de probabilité, mais qui se base également sur des expériences. Et c'est là que l'enfant peut développer des schémas plutôt exploratoires, au contraire des schémas plutôt défensifs et peureux entre guillemets. Tout ça en fonction des expériences donc qu'il a pu faire. Et donc euh, l'enfant va développer ce qu'on appelle des patterns d'attachement, c'est-à-dire en fait une singularité dans sa manière d'interagir vis-à-vis de son environnement extérieur, et il va le faire dans un contexte justement familial, culturel, langagier, comme je l'évoquais. Donc le comportement d'attachement est instinctif, mais on va en développer un pattern en fonction justement des expériences que l'on va faire. Et cette construction singulière, elle va se faire au travers donc des variances de réponse de la mère, justement par rapport justement aux difficultés auxquelles l'enfant est confronté. Donc cela peut passer justement d'une mère qui est relativement froide par rapport aux expériences que fait l'enfant, où elle va y répondre justement de manière distante. Alors la caricature, par exemple, qui va poser problème à l'enfant, c'est lorsque l'enfant va lui poser a une difficulté. Donc si la mère lui répond en disant «Ah, mais tu vas pas pleurer comme une fille», pour un garçon par exemple, il est clair que cette modalité de réponse de la mère va être particulièrement préjudiciable pour justement la construction d'une sécurité intérieure et d'une autonomisation sur le plan psychorelationnel. À la différence d'une mère qui, face à un enfant qui est confronté à une difficulté émotionnelle, et il va s'exprimer par des pleurs, où là la mère va être plutôt du côté de mais qu'est-ce qui se passe mon petit, qu'est-ce qui se passe, tiens, ah oui tu as mal, ok, ben allez je vais te rassurer, allez je vais souffler sur ton genou, ou bien voilà, donc d'être plus dans un comportement d'être rassurant. Si au contraire on a une mère beaucoup plus froide, c'est clair que ça va justement être beaucoup plus préjudiciable. Et on peut d'ailleurs s'en rendre compte de ces schémas relationnels appris au travers justement de questionnaires qui peuvent justement dépister ces éléments-là. Et par exemple, lorsqu'on a des réponses plutôt négatives de la mère, on va avoir des réponses du genre: «Tiens, ma mère me donnait des bonbons quand j'avais mal», ou elle se mettait en colère quand j'avais mal, ou quand j'étais triste, ou quand je pleurais. Il est clair que ça, ce sont plutôt donc des réponses qui vont être négatives sur le plan de la sécurisation intérieure. Là où les expériences ont plutôt été positives vis-à-vis de la mère, on va retrouver plutôt un discours chez les personnes du côté de «ma mère est une personne aimante, elle s'intéresse à moi». Donc ça, ce sont des indicateurs plutôt qu'on a intériorisé entre guillemets «une bonne mère» justement, ou que Winnicott a évoqué la question de la mère suffisamment bonne. Eh bien, ce caractère suffisamment bon, eh bien, se retrouve justement dans cette notion de personne aimante ou d'être intéressé par moi, mais sans exagération, donc de manière adéquate, tout ça permettant l'autonomisation.
Alors dans son deuxième tome, Bowlby développe la question de la séparation. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant est séparé de sa mère? Ben, il va manifester justement de l'angoisse qui va s'exprimer sous forme, par exemple, de colère. Et si donc la mère, par rapport à la colère qui est exprimée par l'enfant, ben, répond d'une manière froide ou au contraire de manière symétrique, c'est-à-dire par une colère, voire par de l'agressivité et de la haine, il est clair que ça va cristalliser l'enfant sur ce genre de réponse et d'amener alors là plutôt des colères qu'on qualifiera donc de dysfonctionnelles. Donc la colère chez l'enfant, lorsqu'il est confronté à la séparation, est une colère dite normale parce que en fait, elle a pour fonction de créer un marquage de la frontière entre le lien, enfin entre lien et séparation. L'enfant en exprimant une colère, elle vient dire à l'autre: «Mais je suis tu m'es important pour moi et le fait que tu sois parti, eh bien, je te l'exprime justement et donc ne recommence pas d'une certaine manière». Donc c'est ça qui est un petit peu, communiqué dans la question de cette colère dite fonctionnelle. Et c'est là justement que la figure d'attachement doit être assez disponible pour pouvoir y répondre d'une manière adéquate. Par exemple, ben, ah ben oui, je sens que tu es en colère parce que bon voilà, je me suis séparé, mais parce que voilà, j'avais d'autres objectifs, mais ça n'enlève rien quant à l'amour que j'ai pour toi. C'est ça entre guillemets le message qui doit être distillé dans la modalité d'échange vis-à-vis de l'enfant. Une fois que l'enfant est rassuré par rapport à ces éléments-là, eh bien, cette colère ne va plus devenir une sorte d'automatisme, il va pouvoir passer à autre chose. Par contre, s'il y a une cristallisation qui se fait autour de cette colère parce que la mère a été inadéquate dans sa réponse ou a été du côté d'une ambivalence, eh bien là, ça va créer ce qu'on appelle une colère dysfonctionnelle et qui va justement alors au contraire mobiliser plutôt chez l'enfant le modèle de la haine parce qu'il se trouve en situation donc d'insécurité. Alors donc ces notions sont assez intéressantes parce qu'en fait elles permettent de soulever un peu le voile qui est un peu sidérant autour de la colère. Quand on a quelqu'un qui se met en colère, ça nous renvoie nous-mêmes à une peur qui peut nous sidérer. Mais en fait, lorsqu'on analyse un peu la question de la colère comme étant justement le signe d'une angoisse, ben, on voit l'autre sous un autre angle quelque part. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accepter la colère de l'autre, mais de pouvoir comprendre que l'autre est dans l'angoisse. Et c'est ça qui lui permet d'expliquer. C'est sur cet élément-là qui va amener une expression de la colère. Ben, ça permet un petit peu de voir les choses autrement. D'ailleurs, en anglais, anger et hungry ont la même racine étymologique et donc soulignent le lien entre colère et angoisse. Et donc en fonction de la réponse donc de la fonction maternelle par rapport à la colère, eh bien, peut se cristalliser justement des colères qui vont devenir dysfonctionnelles, voire également de construire ce qu'on appelle un attachement anxieux qui va permettre la construction de phobies scolaires, surtout chez les jeunes enfants, peut-être pas chez les adolescents et les jeunes adultes, mais chez les jeunes enfants, on doit évoquer par rapport à des phobies scolaires ou des phobies en général, l'hypothèse justement qu'il y a un attachement anxieux qui s'est cristallisé sans doute sur une séparation qui a été mal vécue, séparation qui peut avoir eu lieu soit physiquement ou symboliquement. Bon, quand on est confronté à une mère, entre guillemets, qui ne veut pas de vous, hein, qui ne vous désire pas, bah, c'est clair que là, on est confronté à une interaction de type séparation problématique et qui, si on ne trouve pas de tiers résilients, amener justement des cristallisations problématiques dont la colère, mais également la phobie peuvent en être des expressions. Alors dans son troisième tome, Bowlby donc va plus explorer la question de la perte. Alors je vais pas développer plus cet élément-là, simplement c'est que la manifestation de la tristesse et du chagrin, voire de la dépression, il considère que c'est justement un signal qui révèle aussi des comportements d'attachement, puisqu'il signale à l'entourage que je ne vais pas bien et que j'attends justement une attention
Donc on va dire que la dépression est une maladie de la relation quelque part à l'autre, et d'ailleurs c'est repris dans certaines nosographies, et je pense que comment dire, certains donc nosographes, comment donc l'ont développé. Alors, justement, sur cette question de la perte, heu, ben, on en vient à la question du cycle du deuil, hein, dont on connaît un petit peu les différentes étapes. C'est-à-dire que, bon, ben, il y a le refus, le déni, la colère justement, le désespoir, l'acceptation, la redéfinition sur le plan, des relations et du comportement. Et là aussi, ben, ces deuils peuvent être aussi être pathologiques. Donc comment justement on peut être entre guillemets «entendu» et entouré et soutenu justement au moment de cette perte. Donc ça va aussi conditionner, cette métabolisation. Et c'est là justement que, dans cette expérience de la perte, on peut justement développer ce qu'on appelle des compulsive care. Donc c'est-à-dire en fait, des personnes, et là aussi ça fait partie des troubles de l'attachement, qui, vont développer une tendance en fait à avoir un deuil qui s'est bloqué au moment d'une perte. Par exemple, si un enfant a vécu, la perte de ses parents relativement jeune, il peut avoir justement avoir un deuil bloqué et avoir été propulsé dans ce qu'on appelle une adultérisation justement. C'est-à-dire que l'enfant a été vite plongé dans des responsabilités, par exemple d'adulte, et où ils vont, se sentir obligés pour exister, d'être continuellement dans le soin, des autres. Donc ils vont se préoccuper des autres, mais pas d'eux-mêmes. Mais en fait, ce soin compulsif, se construit aussi sur un ressentiment négatif, donc une haine qui ne s'est pas, forcément exprimée justement dans le processus de deuil et qui se cristallise de manière inverse justement dans une compulsion dans le soin, mais qui va aussi bien souvent amener une destructivité, qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, entre autres, pour celui qui en est le sujet, eh bien, par exemple, des troubles psychosomatiques, voire de la maladie, des cancers, parce que justement, il y a un ressentiment qui ne s'est pas exprimé dans le processus du deuil et qui se manifeste de manière inverse, donc dans ce qu'on appelle le compulsif care. Et donc, Heu, on peut aussi, émettre l'hypothèse qu'il y a des soignants qui peuvent être justement de manière compulsive dans le soin, et ça peut justement refléter indirectement peut-être un trouble de l'attachement du côté de la perte qui n'a pas été métabolisée d'un point de vue, psychologique. Alors on peut également avoir, dans, heu les troubles de l'attachement, ce qu'on appelle des pédagogies noires, c'est-à-dire, des fonctions éducatives, donc y compris soignantes, qui peuvent répondre à la difficulté de l'autre par une attitude éducative très stricte en disant: «Mais c'est pour ton bien». Et là aussi, ça peut justement générer, donc des troubles de l'attachement, hein, donc par exemple dire, hein, donner une punition en disant: «C'est pour ton bien». Donc vous voyez que, c'est un peu un discours paradoxal, donc on est un peu dans du double lien, double bind en anglais, qui peut justement amener des conséquences psychopathologiques plus ou moins importantes, du côté du trouble de l'attachement, voire des troubles psychopathologiques plus conséquents. Donc là aussi, il faut se méfier de ce discours de certains, hein, qui tiennent le discours: «C'est pour ton bien de faire du mal». Heu, Ça n'est absolument pas du côté de la bientraitance. Donc là, il faut être bien au clair par rapport à ça. Ça n'est pas du tout, bien pensé en termes de stratégie, de pédagogie ou de souci d'autrui. Alors justement, donc, quelles sont les manifestations psychopathologiques de ces troubles de l'attachement
particulièrement autour de la perte, eh bien, ça a été développé aussi par Spitz. Donc là aussi, donc suite à ces expériences durant la Deuxième Guerre mondiale et donc dans les pouponnières, c'est justement la dépression anaclitique, l'hospitalisme, hein, donc de ces enfants qui se laissent mourir, entre guillemets, ou qui ont des comportements tout à fait stéréotypés à la suite justement du fait qu'on donne des soins, mais sans être attaché, sans apporter de l'aspect affectif, hein, donc dans les soins, du souci d'autrui, hein, donc réellement. Et ça peut justement donner des pathologies borderline, hein, qu'on retrouve ici et là, qui se trouvent justement entre la dépression et l'agression. Et là, on se trouve face à des gens qui ont fait une expérience d'une perte qui n'a pas pu être métabolisée et qui, donc, là aussi, manifeste des troubles de l'attachement. Alors, donc, dans tous ces développements qu'a fait John Bowlby au travers de ces différents tomes, euh, il évoque en fait également des facteurs qui sont favorables à l'émergence d'un attachement adéquat et positif. C'est le fait d'avoir des parents, ou en tout cas des personnes qui ont une autorité qui reste cohérente, hein, qui est juste, qui est proportionnée. Donc ça suscite un attachement sécurisé et une autonomisation équilibrée. Ça va être aussi une autorité qui accompagne l'autonomie, qui soutient justement la prise de liberté, mais bien sûr cadrée, hein, c'est pas le tout faire, hein, donc attention, hein, c'est vraiment un accompagnement, donc un soutien expressif des émotions. Donc par exemple, lorsque l'enfant est content de le soutenir, mais que lorsqu'il est triste de pouvoir également le reconnaître et ne pas être dans des attitudes justement défensif, offensif, comme bon bah on ne pleure pas comme une petite fille ou des choses comme ça, ou bien tu dois être dur ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment des violences qui sont portées sur les enfants. C'est d'avoir aussi une attitude de confiance vis-à-vis de l'enfant, confiance dans ses capacités, confiance dans sa pensée, accepter donc l'enfant tel qu'il est, avec ses limites et ses côtés positifs. Et c'était aussi de pouvoir justement favoriser le jeu, donc le jeu avec les parents, avec les adultes. Donc ce sont des moments très importants pour construire une sécurisation intérieure, et le contact à la nature est également une source justement d'épanouissement et de sécurisation intérieure donc chez l'enfant. Et donc, un attachement sécurisé et donc une autonomie équilibrée, c'est une personne qui est capable d'être seule, mais ouverte par un sentiment de sécurité qui est stable. Donc, c'est pas quelqu'un qui a toujours besoin d'être avec les autres, hein, donc dans une sorte de dépendance affective. Donc, il peut être seul, mais il n'est pas donc dans un mécanisme autistique, hein. Donc, il faut bien être bien au clair, c'est-à-dire qu'il est capable d'être seul tout en étant ouvert justement aux autres, mais de manière équilibrée, sans une demande excessive, que ce soit en termes d'amour ou que sais-je, que sais-je d'autre. Donc c'est vraiment cette question d'équilibre, de rapport entre je nourris l'autre et je suis nourri par l'autre, qui est un élément, je dirais, de normalité ou de bonne santé dans l'attachement que, en tout cas, a souligné John Bowlby dans ses différentes recherches et développements. Alors, une collaboratrice de John Bowlby, donc Ainsworth, donc elle a plutôt développé ce qu'on appelle des styles d'attachement que l'on peut justement catégoriser au travers de différents critères cliniques et de questionnaires également. Donc il existe des questionnaires permettant d'explorer les styles d'attachement. Vous avez par exemple le questionnaire de Fraley collaborateur, par exemple, qui peut l'explorer, où donc il y a toute une série de questions qui sont cotées, si vous voulez, et qui permettent, si vous voulez, d'explorer la peur de l'abandon, la difficulté dans l'expression des émotions intimes, la difficulté d'entrer dans les relations. Donc tout ça fait l'objet d'une exploration par différentes questions.
et moyennant justement cette cotation, on peut justement répartir en différents styles d'attachement donc les populations. Et on distingue comme d'abord ce qu'on appelle l'attachement de type sécure, qu'on retrouve chez environ 85% des échantillons qu'on a pu faire, et qui se caractérise par le fait d'avoir une estime de soi, une confiance, une estime de soi importante et une confiance en l'autre, et une capacité exploratoire, et de pouvoir justement être assez, entre guillemets, aventurier ou oser des relations, ou oser explorer aussi sur le plan social et spatial, si je puis dire. Et puis, il y a environ 15% de la population qui se trouve dans ce qu'on appelle un attachement de type insécure, qui vont se répartir entre ce qu'on appelle des comportements évitants, où là, on se retrouve plutôt par rapport à des individus qui n'ont pas confiance en l'autre, qui sont plutôt introvertis, qui ont une grosse difficulté donc à exprimer leurs émotions intimes, et qui vont pas rechercher justement de tiers résilients. Donc ils sont des personnes qui vont vouloir fonctionner tout seuls, quoi, hein. Donc la question caractéristique, c'est que bon voilà, tiens, est-ce que vous demandez de l'aide quand vous en avez besoin? Ben non. Voilà, donc ce sont des personnes qui vont essayer de faire tout seuls, y compris même des choses sur lesquelles ils n'ont pas de compétences. Ils ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Ensuite, vous avez le, les ambivalents ou résistants, qui oscillent entre l'abandon, la colère. Donc là, on est plutôt un peu dans un modèle un peu borderline, si vous voulez. Donc ils ont besoin aussi d'une dépendance affective, mais à d'autres moments, ils vont la rejeter. Donc il y a vraiment un trouble dans la relation, et ils sont dans un mode projectif, donc ils vont bien souvent stigmatiser les autres en les fustigeant de toutes sortes d'insultes, parce que justement ils sont confrontés à une angoisse du côté de la séparation qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, qui vont projeter justement sur l'autre au travers de toutes sortes de caractères négatifs. Et puis il y a ce qu'on appelle le désorganisé, où là c'est plutôt donc des troubles psychocomportementaux qui seront un peu plus désorganisés, c'est le cas de le dire. On pourra retrouver également ce qu'on appelle l'alexithymie, donc c'est-à-dire la difficulté dans la gestion des émotions. C'est là qu'on peut retrouver justement des psychopathologies, de la toxicomanie, qu'on peut également retrouver donc dans ce champ de, de catégorie des troubles de l'attachement. Alors la notion de lien est un concept qui a plus été développé par la psychanalyse. Il se distingue de la notion d'attachement par le fait justement que ce lien se fait principalement par étayage, donc c'est-à-dire qu'il est secondaire au mécanisme du nourrissage et de la gratification libidinale que va apporter la fonction maternante. Donc en l'occurrence, bon, l'enfant a besoin d'être nourri, il est nourri par le sein. Eh bien, le fait d'avoir été nourri, donc d'être satisfait, eh bien, il va créer un lien vis-à-vis de celui qui le nourrit. Donc c'est secondaire et pas primaire, comme on a pu le voir dans la notion d'attachement, où là c'est un mécanisme presque automatique, inné, hein, qui s'inscrit au moment de la naissance. Donc le lien dans le cas de la psychanalyse est principalement par mécanisme d'étayage, donc où on va construire justement une relation avec donc celui qui nous satisfait, avec une première satisfaction, hein, qui va passer par l'intermédiaire d'un organe, par exemple le sein, donc chez la mère, et donc cet organe nourricier, puisque donc l'enfant va avoir cette perception plus singulière, eh bien, il va se créer une relation avec cette première satisfaction, mais qui reste, si vous voulez, une expérience du manque, parce que cette satisfaction première, elle est un peu, si vous voulez, sur une sorte de perception un peu nirvana. Après, elle n'est plus avec autant de force que cette première satisfaction. Et c'était en cela justement que l'enfant va se construire justement une représentation de ce besoin qui était satisfait, euh,
et qui va justement transformer justement donc en une représentation de l'objet qui est propre à la satisfaire, ce besoin satisfait. Donc c'est un un modelage, psychique qui se construit au travers de cette expérience donc avec le nourrissage, qui va, nous donner l'expérience donc que cet objet enfin que cet organe qui devient un objet, hein, donc il s'individualise un peu dans le psychisme de l'enfant, il en a une représentation, eh bien, il est là, il ne peut ne pas être là. Donc, il s'extériorise d'une certaine manière par rapport à lui-même, puisqu'il ne dépend pas que de lui, il dépend de l'autre. Euh, et c'est là qu'il y a une notion aussi d'exosomatisation qui va transparaître également dans cette première relation donc à l'objet, enfin, donc à ce besoin qui est satisfait par un organe qui devient un objet propre, en tout cas dans la représentation que se fait donc l'enfant dans ses premiers temps. Et c'est là aussi que va s'arc-bouter la question de la pulsion, qui, je vous rappelle, est une déprogrammation de l'instinct, sous l'emprise justement de cet objet qui se constitue dans son psychisme et sa représentation. Et que cette pulsion, bah, elle passe par son corps, puisque son corps, c'est ça qui va lui permettre d'être en relation avec l'extérieur, qui va lui permettre de satisfaire différents besoins. Donc il y a une représentation psychique de ce mouvement vers l'extérieur et qui va caractériser donc la pulsion, qui se caractérise justement par une poussée, par une source corporelle, un but, mais également un objet. Mais tout ceci donc se construit dans un certain forme de fantasme, c'est-à-dire un imaginaire qui va se construire autour justement de l'absence de cet objet qui va forcément être absent à certains moments. Donc tout ça donc évolue donc dans le temps. Et justement, donc l'enfant va s'identifier justement dans cet objet qui est propre à satisfaire ses besoins. Et derrière cet objet, ben, une fonction qui est portée par un autre humain. Et donc, l'enfant qui se construit progressivement son moi, c'est-à-dire qu'il a une vision intègre de lui-même, il doit entre guillemets comprendre que ben, s'il veut survivre, il a besoin de créer des relations avec l'extérieur. Donc, mais il doit le faire justement au prix d'une sécurisation qui soit structurante. Et c'est justement dans cet espace que son psychisme va prendre forme et va constituer la base justement du lien avec l'autre, avec cette notion donc d'alliance inconsciente structurante qui va ainsi se dessiner donc dans cette comme une aire dans laquelle va se déployer justement donc le lien donc le lien à l'autre, mais qui passe par l'intermédiaire d'objets qui s'est représenté, puisque ce qu'apportait la fonction, enfin ce qu'apporte la fonction soignante, c'est toutes des fonctions de nourrissage, de sécurisation, d'être réconforté, d'être réchauffé, de le préserver de toutes sortes de menaces. Et donc, il va construire donc des relations dites d'objets, également avec un processus d'identification qui est le but justement, c'est de s'identifier à l'objet total ou partiel. Justement, donc c'est de considérer que que l'objet justement est un peu une sorte de soldat prêt à servir justement nos besoins, et donc on va s'y accrocher, et en s'y accrochant, on va se construire aussi une identité et une image également donc de soi au travers justement de cette relation aux objets qui vont faire partie un peu
de mon univers et qui va construire mon monde que j'ai déjà évoqué dans le cadre de cette construction de l'exosomatisation qui là est développée sur le plan philosophique. Alors, dans ces modalités justement de relation qu'on qualifiera d'objet, même si ça concernera également entre guillemets «des sujets», c'est qu'on peut avoir justement des modes de relation avec son environnement de type narcissique où le but, c'est principalement que les objets soient à notre propre service d'une manière égoïste ou égocentrée. Alors le narcissisme a mauvaise presse d'une certaine manière, mais au départ, il est nécessaire d'avoir un narcissisme qui nous permet d'avoir une image intègre de nous-mêmes et ensuite on doit pouvoir justement l'abandonner ou en partie justement pour investir cette relation à l'autre qui soit constructive, épanouissante, heu permettant donc des échanges, multilatéraux. Mais lorsqu'on se focalise uniquement sur soi, avec souvent une construction auto-érotique exclusive, là, c'est clair que ça va amener un développement de personnalité qui, va être un peu dans la toute-puissance et dans l'écrasement, de l'autre parce que finalement l'autre n'a pas une juste place sur le plan, relationnel. On peut aussi avoir alors, ça résulte aussi de l'expérience que l'on fait, hein. Donc si on a justement des vécus où l'autre, nous malmène ou nous maltraite, c'est clair qu'on va être dans une régression qui va être narcissique, avec toutes ses conséquences dommageables par la suite. Alors on peut également avoir une relation dite d'objet anaclitique. Donc là, on est dans la clinique, de cette relation, parent-enfant, donc on est vraiment dans un attachement qui ne sait pas se détacher et donc on est plutôt dans une relation de dépendance, hem, parce qu'on ne s'est pas construit cet univers sécurisé intérieur qui nous permet d'être dans le champ, exploratoire et c'est là qu'on peut avoir toute cette clinique entre guillemets «borderline» ou abandonnique, voire toxicomaniaque qu'on va également retrouver, dans ce champ. Et puis on peut avoir un mode de relation dite édipienne, qui est la plus classique, hein, qu'on retrouve chez la plupart donc des gens, et qui elle donc est sous la dynamique psychosexuelle euh, justement donc du renoncement au désir de la mère pour pouvoir justement désirer une autre femme sous la notion de castration et donc de séparation, dégénération des sexes. Hein, donc une sorte de structuration justement qui s'opère de manière relationnelle au travers donc de ce qu'on appelle le stade d'Édipe. Alors, pour Laplanche et également d'autres auteurs psychanalytiques, donc cet lien va également se nourrir de modalités relationnelles sous le coup, par exemple, du modèle de la séduction développé par Laplanche, où l'enfant va être pris également dans un mouvement relationnel de séduction de la part de l'adulte, hein, qui peut avoir un regard sur lui qui va donc être alors donc cette séduction, elle implique justement une notion de fantasme originaire, hein, où c'est le fait justement que cet adulte, par son regard, peut amener justement cette notion d'effraction d'une sexualité justement adulte, c'est-à-dire que l'adulte peut justement avoir un regard sexualisé sur l'enfant, et ça peut être un élément justement d'effraction traumatique, même si d'une manière générale la sexualité humaine est ontologiquement traumatique dans la mesure où euh, le, euh, à la différence de l'animal, l'humain donc a dès l'enfance donc des pulsions sexuelles, hein, qui passent au travers des différents stades qu'on a déjà, enfin que vous avez sans doute déjà entendu, donc le stade oral, anal, génital et édipien.
Heu donc ces pulsions apparaissent bien avant la maturité physique de la sexualité, donc c'est en cela justement que ça constitue un trauma, dès le moment où on considère que le trauma, c'est justement, l'effraction dans le psychisme d'un élément, intérieur ou extérieur, mais qui ne va pas pouvoir être métabolisé par ce psychisme parce qu'il n'en a pas les capacités et donc ça va créer une brisure, une fêlure justement dans la structuration, psychique qui pourra ultérieurement amener, des, débordements, parce que dans un premier temps, il y a des mécanismes de défense qui vont s'opérer, mais ils peuvent justement avec le temps ne plus être performants et faire réémerger justement cette part, traumatique. Alors il y a également donc le fait, de la pulsion d'emprise qui peut aussi teinter, la modalité, relationnelle. Donc la notion d'emprise, c'est le fait justement de dominer l'objet par la force, qu'on retrouve également dans ce qu'on appelle la cruauté infantile, hein, qui peut s'exprimer aussi dans son rapport avec, son doudou et son objet transitionnel, hein, mais également dans le mode de relation. D'ailleurs, on sait que, par exemple, dans, les relations de harcèlement, il y a ce mécanisme d'emprise qui se réalise et donc qui est une modalité, qui s'inscrit dans le relationnel. Il y a aussi donc toute la part de la narrativité, c'est-à-dire, le récit de vie, hein, dans lequel on est baigné et dans lequel on s'exprime aussi, va, conditionner notre manière d'être en lien aussi avec donc les autres et cette relation avec les autres, et mon environnement, il va également passer par, mon moi-peau, hein, qui était développé par Didier Anzieux, qui constitue également un élément intermédiaire entre l'extériorité et mon intériorité. Et donc, cette peau constitue véritablement une surface réfléchissante ou miroir justement de cette relation donc entre moi et l'extérieur. Alors, le lien va être également teinté par l'héritage transgénérationnel, donc l'histoire familiale qui a pu justement transporter, des éléments traumatiques qui vont également modifier ma manière d'être avec, les autres. Alors dans la notion de lien, il y a la notion de liaison et je pense avoir déjà évoqué, cette question des pulsions qui vont aussi, traverser cette modalité, relationnelle aux autres et aux objets, enfin la relation d'objet, qui est un élément conceptuel en psychanalyse. Pulsion qui est rejoint par la notion d'idée, c'est-à-dire, justement là aussi on est du côté de la représentation, une idée et qui peut aussi être animée par une dynamique, un but, justement heu comment un but, une source, une poussée, une dynamique justement qui la mobilise. Mais, justement ces éléments sont liés l'un à l'autre par, une sorte de dynamique ou de dialectique quelque part qui sont sous le coup, du principe de plaisir. Donc c'est-à-dire ils ont pour un but justement d'une satisfaction. Satisfaction qui passe justement par la relation à l'autre et qui est du côté, justement d'une transmission, hein, donc du côté de la pulsion de vie, quelque part. Donc il y a une durabilité dans la notion également de plaisir. Par contre, justement, le lien peut, entre guillemets, être plutôt sous le coup de la déliaison, justement, donc entre les représentations et les affects et sous le coup de ce qu'on appelle la pulsion de mort qui elle est plutôt, donc animée par la question de la jouissance plutôt que par le plaisir. La jouissance étant entendue, sur le plan psychanalytique comme étant, donc le fait d'avoir une sensation, d'une manière de satisfaire un besoin, mais dans un contexte d'attente. Mais c'est donc cette satisfaction enfin pardon, cette sensation qui a pu être éprouvée peut être une sensation, pardon, négative, par exemple l'angoisse ou une tension, mais elle renvoie justement à une attente qui pouvait être investie justement, du côté
justement d'un attachement, si vous voulez. Mais si justement cette attente, elle a été brisée d'une certaine manière, eh bien ça laisse une trace mémorielle d'une certaine manière, mais qui va cristalliser une dynamique de la répétition. Donc le trauma va créer justement une dynamique de la répétition dans lequel la jouissance va être le moteur. Et donc là, ce sont des sensations, c'est des satisfactions entre guillemets insatisfaisantes. Et c'est ça qui va amener justement cette répétition sans fin et donc non durable, mais qui finalement se mobilise autour d'un mécanisme plutôt destructif et morbide, voire mortifère, hein, donc dans le cadre de cette déliaison qui peut être à l'œuvre dans le cadre de la construction de liens sur base justement de traumas qui ont pu être vécus dans cette relation à l'autre. Alors j'ai évoqué donc dans la dia précédente concernant le lien, la question de l'émergence de l'objet comme support justement des pulsions. Cet objet se construit également dans le psychisme de l'humain par le langage, qui va désigner, qui va nommer justement les choses, mais aussi les parties du corps. Et qui va donc être investi, justement d'un élément, émotionnel autour d'une satisfaction, autour de la question du plaisir, voire devenir de la jouissance dès le moment où la question du trauma, s'opère donc dans cette expérience, donc du lien et justement de cette sécurisation intérieure qui peut être mise en difficulté donc dans des expériences. Dans lequel l'individu peut subir donc des choses venant du réel ou aussi construire un imaginaire aussi qui va donc se réaliser autour et alentour de ces éléments d'expérience. Alors, l'objet transitionnel, je l'ai déjà donc évoqué, puisque j'en ai parlé à propos justement de la question technique. Donc le rapport à l'objet, comme supplément, de notre immaturité, de nos incompétences fondamentales, hein, qui vont trouver donc dans l'objet une compensation, une amplification de carences que on peut vivre de par notre immaturité. Et cette construction du lien à l'objet, il passe par un concept qui a été développé par, Donald Winnicott, donc la notion d'objet transitionnel qu'il a évoqué dans les années 70, là aussi sur base d'observations des dans les pouponnières et donc chez les jeunes enfants, où il évoque la notion d'objet transitionnel comme étant, justement un médiateur entre ce que vit intérieurement donc l'enfant et l'extérieur, donc non seulement l'extérieur des objets, mais aussi l'extérieur, les autres adultes ou les autres individus. Justement, cet objet va être, une manière de pouvoir contrôler, des choses qu'il, subit, qui peut l'amener à ressentir une insécurité. C'est là que la fonction du doudou, va, prendre de toute son ampleur. Donc ce doudou va être justement rassurant parce qu'en plus il peut porter l'odeur de la mère donc pour l'enfant. Lorsque celle-ci se sépare, hein, donc l'expérience de la séparation qu'on a vu dans le cadre de tout le processus de l'attachement qu'a développé Bowlby. Et donc, ce réconfort qu'il va obtenir par cet objet partiel, eh bien, va lui permettre justement de cheminer et de pouvoir traverser, se transformer justement vers un champ exploratoire de son monde, mais aussi des autres humains. Seulement dans cette expérience justement de se rassurer par un objet, donc dans un processus donc d'attachement et ces adaptations à la réalité, eh bien l'enfant peut justement faire des expériences assez négatives où il peut subir justement l'abandon, réel ou fantasmé. Toujours est-il que cet objet transitionnel peut devenir un objet sensationnel, où là il va vraiment s'agripper mais de manière angoissée. On peut le voir justement dans la clinique peut-être de la psychose, où là, les enfants vont avoir un rapport à l'objet transitionnel qui va plutôt être du côté d'un objet froid, distant,
en tout cas pas du tout affectueux comme peut l'être le fameux nounours du doudou classique, donc qui supporte la notion d'objet transitionnel. Donc ça peut être simplement un morceau de fer, un morceau de plastique qui soit considéré comme un objet, dit transitionnel pour ces personnes, alors qu'en fait, elles sont purement un agrippement angoissé et qui, peut justement, donc donne des sensations, mais qui sont pas sous le coup justement de la logique du plaisir, mais plutôt de la logique de la jouissance, c'est-à-dire que ça leur rappelle un un état d'attente où ils ont été donc du côté de l'angoisse et cette sensation de l'angoisse est en soi une source justement de remémoration, d'un lien qui a pu se réaliser mais qui a été attendu mais sans effet et donc il y a une recherche justement de cette sensation originelle qui peut, se trouver donc dans la logique de la jouissance mais qui ne pouvant justement être satisfaisante, eh bien, génère justement une répétition qui sera donc narcissique parce que quelque part, c'est l'auteur et le receveur vont s'auto-alimenter justement dans un auto-érotisme. Donc il y a une sorte de boucle narcissique, hein, donc où c'est justement le moi qui s'auto-congratule, si je puis dire, hein, donc dans un aimant répétitif donc dans lequel donc la jouissance donc s'opère bien souvent et donc ça va aussi donner des cliniques du côté de la psychopathologie qui peut aussi se retrouver dans le cadre par exemple de la toxicomanie où la question de la répétition et de la sensation qui est opérante donc dans le consommation d'un pharmacone va être assez obsessionnelle donc chez les gens toxicomanes mais qui révèle bien souvent des psychotraumatismes qui peuvent s'avérer être du côté également de l'attachement, voire d'autres éléments psychosexuels. Alors, donc dans cette notion donc d'objet transitionnel, il y a la notion psychanalytique d'investissement d'objet, hein, qui est un élément important. Hein, donc d'investir, ça veut dire donner une attention, donner une valeur justement à ces objets, mais dans une valeur positive, pas être simplement dans une approche morbide, destructrice, qui peut susciter de la jouissance, mais qui au fond donc nous amène à la mortalité, si vous voulez. L'investissement d'objets, ça veut dire qu'on investit pour l'avenir, donc il y a une notion de vitalité qui se trouve donc dans cet investissement d'objets. Et je pense l'avoir déjà évoqué, c'est que ce moi qui doit investir dans les objets doit pouvoir justement consentir à ne pas être dans un repli narcissique, d'investir justement les autres au travers également d'objets qui peuvent les représenter, auxquels il peut s'identifier, et ainsi construire justement un lien qui soit durable et équilibré. Alors à ce propos justement de l'investissement d'objets, on peut aussi y retrouver une illustration au travers donc du jeu de la bobine qui a été mis en évidence par Freud à la suite donc de l'observation de son petit-fils qui jouait avec une bobine et lorsqu'il lançait cette bobine qui était retenue par un fil, il criait forte et quand il la ramenait, il disait da. Un peu c'est le jeu, je dirais aussi du miroir que j'avais, enfin qu'on peut retrouver, c'est-à-dire l'enfant donc peut apparaître et disparaître, donc son image peut apparaître et disparaître et donc il peut jouer justement de cette absence-présence. Il y a également dans le miroir un aspect synthétique, intégratif qui va lui donner une vision globale de lui-même, mais il y a aussi cet aspect où il joue du paraître-disparaître, hein, qui est à l'œuvre aussi dans l'expérience de l'attachement et de la séparation, donc de récupérer une maîtrise par rapport à la passivité auquel est soumis le sujet lorsque l'autre disparaît. Et donc, il y a une transformation possible, justement, au travers de cette symbolisation du jeu de la bobine, qui par ailleurs met en parallèle la question du langage, qui lui aussi va permettre de pouvoir jouer sur apparaître, enfin réapparaître, disparaître, puisqu'on peut nommer des choses sans qu'elles ne soient là, et c'est d'ailleurs cette conviction-là qui va donner justement un ancrage réel aussi au langage, plutôt que de simplement d'être dans le délire, où là, bah, on en, comment dire, on croit ce qu'on entend, ou
on croit voir des choses et on y en a une intime conviction, alors que ce n'est pas la réalité. Donc il y a un désancrage. Euh, donc il y a une importance de cet ancrage au réel. Et donc le langage va aussi participer de cette capacité de transformer justement cette expérience traumatogène qui va être la réalité de la vie, justement en essayant d'en faire un récit quelque part. Euh, c'est ce que reprend justement là aussi d'une certaine manière Jacques Lacan dans son stade du miroir, hein, donc avec le fameux coucou bœuf qu'on peut faire justement dans ce jeu. Eh bien, je joue sur me voilà, je ne suis pas là, donc déterminant ce qu'on appelle une phénoménologie de l'être, que Heidegger a bien mis en évidence dans son livre Être étant, dévoilant justement l'existentiel, donc to be or not to be, pour reprendre la phrase dans Hamlet de Shakespeare. Donc tout ça donc est en jeu également donc dans ce stade du miroir et vient aussi contribuer à construire justement cette relation à l'autre et à l'objet d'une certaine manière, hein, puisque bon, en me construisant une individualité, mais en rapport justement avec l'autre, j'investis, que je considère, eh bien, je me sécurise et ça me permet justement, comme je disais, d'avoir une relation durable et équilibrée avec les autres. Dans le lien avec les autres, il y a aussi cette notion d'être un individu, c'est-à-dire une personne qui justement donc forme un tout indivisible, euh, qui justement va être donc une unité qui se distingue des autres, qui se distingue également du monde, de la nature, hein, donc ce qui fait qu'on peut avoir différents niveaux d'individuation, un terme qui a été employé par Gilbert Simondon. Euh, Cet individu qui forme une unité et qui peut justement percevoir et intégrer dans le stade du miroir, comme je l'ai déjà dit précédemment, s'inscrivant également dans un processus d'identification. Donc l'identification étant justement de pouvoir devenir semblable à un objet total ou partiel. Euh, euh, amenant justement cette notion d'investissement d'objet que j'ai évoqué, est aussi un élément important qu'on ne va pas développer ici. Cet individu va aussi s'intégrer dans une notion de personne. Persona, en latin, signifie le masque, puisque donc quelque part, l'individu que je forme, donc la vision synthétique que j'ai de moi, elle est aussi en rapport avec les autres et je vais en donner une certaine image qui correspond justement à une interactivité, une fonctionnalité que j'ai construite au gré de mes expériences. Et ce masque, qui est aussi une modalité d'expression justement vis-à-vis des autres, eh bien, elle est un intermédiaire, un médiateur entre mon intériorité et cette extériorité pour lequel il faut présenter un certain visage. En tout cas, il y a un codage social aussi qui va participer à cette modalité d'expressivité que l'on va vis-à-vis qu'on va avoir vis-à-vis donc des autres. Mais au travers de cette notion de masque, il y a également la notion du visage tel qu'il a été aussi développé par Lévinas, qui supporte justement un regard. Et donc, lorsque je regarde l'autre, lorsque je donne de l'identité à l'autre et de la réalité à l'autre, je le regarde au travers de son regard et de son visage. Donc, quelque part, le visage représente cet individu qui est devant moi et avec lequel je vais dialoguer. Et c'est justement être en capacité de supporter le regard de l'autre, hein, donc qui va aussi être un élément important dans la construction donc du relationnel, du lien et tout ce qu'on a pu dire autour et alentour de cette question. Alors de cette notion d'individu, il y a aussi la notion d'individuation, donc là qui est repris de Gilbert Simondon. On distingue l'individuation d'abord physique, c'est-à-dire de pouvoir se distinguer justement de la matière, donc la forme qui se distingue de la matière, dont le vivant en est l'expression.
On a également la notion d'individuation psychique, qui est donc là aussi toujours la notion d'unité qu'on a déjà évoquée, mais qui se représente son action dans un monde sous forme de potentialité. Ça veut dire quoi, selon Gilbert Simondon? Ça veut dire que on a une image de soi quelque part qui s'est construite et je me représente justement ayant un effet donc dans le monde qui a été construit par d'autres humains, dans lequel je suis en interaction, mais dans lequel je peux avoir des potentialités, c'est-à-dire que je peux avoir un avenir. Et c'est là que je vous avais évoqué que la mère a aussi un rôle important de rendre ce monde habitable pour que cet enfant ait le sentiment d'être attendu et accueilli justement dans ce monde qui d'abord paraît avoir aucun sens et qui va prendre du sens par l'attention, par le langage et les gestes et postures que va prendre justement donc la mère avec son bagage que j'ai déjà évoqué, le bagage narcissique de la mère, qui va être un contenant justement donc pour l'enfant et à partir de là, va pouvoir projeter justement une attention, des attentes et justement un avenir qui va l'amener donc à se transformer. Et puis, justement, cette projection dans ses potentialités, elle va se faire justement dans le collectif, qui va me permettre un certain mode d'existence. Et là aussi, le collectif a une localité, c'est-à-dire que le collectif américain n'est pas le collectif asiatique, n'est pas le collectif africain ou autre. Il y a bien sûr cet aspect culturel qui va faire que ma manière d'être dans le monde va être modifiée justement par cet environnement. Mais c'est donc au travers justement de cet environnement que je vais pouvoir m'individualiser, c'est-à-dire que je vais pouvoir évoluer en tant qu'individu comme une singularité en échange justement avec cette collectivité qui va aussi me permettre, et là c'est une terminologie qui a été plutôt développée par Bernard Stiegler, cette interactivité elle va passer par une transindividuation, c'est-à-dire que je vais interagir avec les autres au travers d'un langage et de tout ce qui y est avec, c'est-à-dire aussi les techniques du langage, la rhétorique, mais aussi les traces du langage, comme l'écriture, qu'elle soit donc imprimée, numérique maintenant, et donc forcément ça va, là aussi on l'a vu, constituer des éléments de rétention tertiaire qui vont là aussi formater ma pensée et donc là aussi mon individuation vis-à-vis justement donc du monde dans lequel j'évolue et avec les autres. Alors la notion d'individuation que reprend Gilbert Simondon provient également de développements qu'a réalisé Carl Jung, hein, qui je vous rappelle est un psychanalyste autrichien qui a particulièrement développé la notion de l'inconscient collectif, la notion d'anima, d'animus, et justement la notion d'individuation où il considère justement que peut-être à la différence de Freud où l'individu est vu un peu de manière un peu figée, en tout cas hein, il disait Freud qu'à 6 ans tout est joué, comme si à 6 ans voilà toutes les structures sont réalisées et on reste un peu enfermé dans cette structure. Pour Jung, il y a une capacité de pouvoir se réaliser, hein, donc de pouvoir se transformer justement par l'analyse des rêves et par les interactions avec les autres, par la créativité justement artistique. Il y a une capacité de pouvoir transformer justement sa matière psychique, qu'elle soit positive ou négative, hein, au travers donc de ce processus d'individuation qui passe justement par tout un apprentissage et une maturation psychique qui peut se faire là aussi par des techniques entre guillemets de soi, comme la méditation, l'aspect artistique, je l'ai évoqué, mais bon, ça, si vous le souhaitez, vous pouvez vous informer sur ce concept jungien. Donc, puisqu'on a évoqué la question de l'attachement, du lien, on doit aussi parler de la question de la relation. Alors qu'on peut distinguer du lien dans la mesure où le lien a quelque chose d'intime, mais aussi de familial, hein. On parle de liens familiaux. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, si vous voulez, dans la notion de lien, qui est indélébile quelque part, dans la mesure où, même si vous pouvez être en conflit avec vos parents, avec vos frères et vos sœurs, heu
le lien restera toujours. Donc ça, on ne peut pas l'effacer. Il y a quelque chose donc d'ontologique quelque part donc dans cette question du lien. Nous naissons donc dans une famille, nous naissons de parents. Et ça, c'est indélébile. Tandis qu'une relation, c'est une modalité du lien, mais qui, elle, plutôt, elle peut être effaçable. Et donc, on va ainsi distinguer différents types de relations. Donc, le lien est plus du côté familial. Les relations sont extra-familiales, même si elles peuvent avoir des intensités variables, fortes ou faibles. Alors, on a d'abord la question de la relation amicale, qui a fait l'objet d'ailleurs de développement chez les philosophes au travers de la philia, hein, donc la convivialité, l'amitié, qui mobilise justement la question du désir, le désir d'être avec cet ami, de pouvoir échanger, la notion de loyauté, la notion d'honnêteté, hein, qui sont des valeurs qui vont aussi être véhiculées au travers de cette relation amicale. C'est cette filia qui permet justement là aussi l'émergence de la vérité, hein. C'est ce que Platon défend dans le banquet par exemple, ou bien dans le discours avec Ménon, hein. Donc c'est cette filia qui permet justement de révéler l'aletheia, donc cette vérité oubliée, qui peut justement dans le dialogue philique, si je puis dire, donc amical, amitieux, enfin amoureux, voilà, révéler justement la quintessence des choses et donc leur vérité. Euh, il y a aussi donc la relation amoureuse, donc là elle présente une intensité plus importante, puisque là la question de l'intime va être plus saillant. On peut dire elle est aussi en rapport avec une notion de l'idéalisation, puisqu'on idéalise toujours la personne que l'on aime, c'est toujours la dans une valeur très élevée au niveau de la question de l'attachement. Il y a une notion d'exclusivité, mais elle est temporelle parce que bon, ben, elle est liée cette relation qui se rompt certes avec la mort, mais qui peut se rompre bien avant si justement on n'a plus d'amour vis-à-vis donc de l'autre, amenant la séparation et le divorce si elle est sous le coup du lien du mariage. Donc elle met en œuvre bien sûr la question du désir, la question des besoins, la question du manque qui est comblé justement par l'autre, qui passe aussi par le corps à corps, donc par la relation sexuelle, donc donne à la relation amoureuse, je dirais, sa corporéité, si je puis dire. Et dans cette relation amoureuse, il y a cette notion d'avoir le désir du désir de l'autre, hein, qui s'opère également donc dans la relation amoureuse, mais qui bien souvent est traversée aussi par la question de la passion, qui peut aussi amener à avoir un délire amoureux, hein. Donc on a dans cette relation quelque chose qui peut très vite justement déraper dans cette notion d'idéalisation qui peut être fortement investie donc dans la relation, dans certaines relations amoureuses. Alors, on a également la relation dite professionnelle, qu'on va ici plutôt focaliser sur la relation soignante. Donc, c'est quoi une relation soignant-soigné? Ben, c'est une relation dite professionnelle parce que donc elle s'inscrit donc dans une logique de compétence, de responsabilité, hein, qui caractérise justement le professionnel à la distinction d'une relation, on va dire, naturelle, auquel on peut justement appliquer des fonctions, mais ici, les fonctions qui sont supportées, elles doivent répondre à des critères de compétence, d'expertise, de qualité. Donc il y a quelque chose donc, qui est un peu extérieur à la question du naturel, entre guillemets. Et cette relation soignante, elle doit justement se situer entre sollicitude, donc c'est-à-dire être attentif à l'autre, à ses besoins, donc attentif à la dignité de l'autre, mais aussi de pouvoir avoir une certaine prudence, c'est-à-dire une certaine distance, parce que cette intimité qui est non seulement par le corps qu'on va toucher, que l'on va soigner par ses mains, on a aussi une intimité psychologique puisque l'autre est en situation de vulnérabilité. Il peut livrer justement son intimité psychique, ses émotions, ses désirs.
Et c'est là justement que peut, se mettre en œuvre, ce que les psychanalystes ont évoqué de la question du transfert et du contre-transfert. Donc le transfert, c'est lorsque justement le patient va projeter sur le soignant, bah, des émotions, des affects qu'il a lui-même vécus dans son enfance et qui sont remobilisés par le type de relation dans lequel il se situe, c'est-à-dire une relation, bah, où il se fait soigner par quelqu'un, un peu à l'image d'un enfant qui se fait soigner par ses parents, et ben, ça peut réactiver des émotions qui ont pu être mobilisées donc dans l'histoire personnelle donc des individus et se rejouer. Et à l'inverse, donc le contre-transfert, c'est le fait d'avoir un soignant qui va projeter justement dans le fait de soigner un patient, eh bien, des émotions qu'il a lui-même peut-être vécues dans son enfance et amenant justement des confusions de rôles qui peuvent se jouer donc dans ces échanges transférentiels. Et donc, il est important d'en être bien conscient et donc d'en développer ce qu'on appelle une posture éthique, c'est-à-dire de développer un comportement qui soit conscient justement de ces enjeux et retiennent justement le point de mire de la professionnalisation, c'est-à-dire d'assurer un cadre de compétences et de qualité permettant à chacun justement de pouvoir garder sa liberté et donc de ne pas s'aliéner l'un par rapport à l'autre dans un schéma confusionnel transférentiel. Alors on distingue également ce qu'on appelle les relations diplomatiques, qui utilisent bien souvent la logique de la ruse, une certaine forme de rhétorique, c'est-à-dire une certaine technique du langage visant à manipuler l'autre, ou dans la diplomatie, on peut utiliser la question du mensonge, et on le voit d'ailleurs donc dans les tractations géopolitiques actuelles, hein. La diplomatie n'utilise pas toujours la vérité comme moyen de communication, donc il peut y avoir derrière une vérité un mensonge, et derrière un mensonge une vérité, donc il y a un jeu de cache-cache là aussi qui peut se dessiner autour de ces différents concepts. Il y a aussi un rapport de domination aussi qui se traverse donc dans le cadre de la relation diplomatique. Donc c'est une logique du plus fort. Euh, donc là, c'est donc dans le cadre donc diplomatique. Pour la relation commerciale, là, on est plutôt donc dans une rhétorique de la confiance, même si dans la diplomatie aussi, on va utiliser la confiance, mais c'est une confiance qui n'a pas la même ampleur que dans la relation commerciale, où là, bon, entre guillemets, le commerçant, bien souvent, en tout cas au départ, il est donc dans son lieu, c'est-à-dire sa banlieue, dans son village, donc il y a une certaine localité de son commerce, donc ce qui fait que bon, bah, il doit avoir la confiance de ses cohabitants, si je puis dire, parce que sans quoi il va pas faire commerce. Donc il a besoin d'entretenir de bonnes relations justement avec son environnement, avec la confiance, avec l'amabilité, la question de l'honneur également aussi, hein. Et donc il doit pouvoir donc offrir des services de qualité aussi en confiance. Mais on avait vu que dans la financiarisation, bah, cette question-là est un peu plus anecdotique, puisque là on est plus dans des échanges compétitifs qui peuvent être contradictoires justement dans les objectifs, et donc là aussi amener plutôt un discours de la communication. On va plutôt être dans la manipulation que réellement d'être dans l'honnêteté du discours, ce que va normalement tenir plus la relation commerciale. Alors pour rajouter aussi concernant la relation soignante, on peut rajouter aussi que, en tout cas pour Svandra, hem, cette relation soignante, elle doit être une rencontre, et ça j'en ai déjà parlé, à propos de, Maldiné, hein, qui évoque cette notion de rencontre, donc de pouvoir rencontrer l'inattendu chez l'autre, hein. Or justement dans des modèles où on est continuellement dans le calcul et dans l'efficience, tout ça, mais cette question de l'inattendu, bah, on n'y est pas préparé quelque part, et c'est ça que ça crée un appauvrissement
du relationnel. Et donc Zandra dit donc que la relation soignante, ça doit être une rencontre de la vulnérabilité et également de l'inquiétude. Donc c'est une autre manière finalement donc d'aborder cette question, même si elle rejoint un peu quelque part les propos de Cynthia Fleury à propos justement de la sollicitude et de la prudence qui doivent être à l'œuvre donc dans donc la relation soignante. Alors si on évoque la question de l'attachement, du lien, de la relation, on doit aussi en parler de l'empathie, hein, puisque c'est quand même un élément qui est aussi à l'œuvre, ou en tout cas qu'on évoque dans la relation soignante. Alors cette empathie, elle est définie entre guillemets, enfin il y a différentes empathies, on en parlera, mais on peut la définir comme étant la capacité de ressentir les émotions d'autrui. Donc il y a une notion de partage, d'identification qui peut être réalisée justement donc dans ce mécanisme, et elle met en œuvre là aussi l'altérité en moi que j'ai évoquée là aussi dans le processus d'attachement, hein. Donc cette altérité, j'ai besoin de l'autre justement pour grandir. L'autre est un alter ego, hein, et je peux justement m'en rendre compte en le regardant et en me regardant moi-même et voir que c'est le même, hein, donc dans des processus d'identification. Et donc pour pouvoir justement ressentir les émotions d'autrui, il faut d'abord ressentir ses propres émotions. Donc des personnes qui ont une expérience de vie où justement cette notion a été bafouée, où ils n'ont pas été reconnus dans leurs émotions. Donc là, on est plutôt donc dans des pathologies de l'attachement. Eh bien, c'est clair qu'ils vont construire un défaut d'empathie qui peut être plus ou moins important dans leur développement ultérieur, et donc développant une psychopathologie de la relation et de l'attachement. Alors, si on aborde les choses d'un point de vue neuroscientifique, ceci donc détermine différents types d'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, donc ressentir les émotions d'autrui, donc ça c'est le classique. Il y a l'empathie cognitive, donc ça c'est justement donc le fait de pouvoir penser, donc ressentir le point de vue d'autrui, donc de pouvoir penser comme autrui. Et puis, il y a aussi le souci empathique qui est le fait d'être motivé à aider autrui en détresse. Et donc là aussi, on va pouvoir faire l'expérience dans le cadre d'un attachement sécurisé. Si justement donc on a pu être sécurisé intérieurement, on aura tendance là aussi à faire la même chose, un peu peut-être pris dans un mouvement de réciprocité, hein, donc dans une logique peut-être de donner, recevoir, rendre, comme je l'ai vu dans le processus de l'échange, hein, qui crée donc des obligations sociales entre individus et entre groupes, hein, et donc c'est peut-être dans cette notion de je renvoie l'ascenseur que le souci empathique peut se construire. Alors, les neuroscientifiques donc évoquent aussi la notion de neurone miroir, qui est donc le fait de regarder une action active nos neurones de cette action. Donc, par exemple, si vous voyez quelqu'un sourire, eh bien, les neurones qui sont impliqués donc dans le fait de sourire vont aussi s'activer donc dans notre propre cerveau sans qu'on sourie pour autant. Donc, c'est ça la notion de neurone miroir, puisque le fait de voir active en moi donc des neurones. Alors, par rapport justement à cette notion d'empathie, on peut distinguer également la notion d'empathie positive, où là on va mobiliser la question des valeurs de sollicitude, justement de la question des soins, mais on peut aussi avoir une empathie dite négative, qu'on la qualifiera plutôt de cognitive, où là, les compétences de ruse, de duperie vont être mobilisées, et c'est là aussi que les comportements de chasse vont aussi être opérants, puisque quelque part, le fait de comprendre les stratégies, par exemple, de l'animal, me permet justement de les détourner à mon avantage, puisque je vais le piéger justement au travers de la chasse. Donc le fait de pouvoir comprendre la pensée de l'autre
peut être positive, mais peut être aussi négative parce que ça peut être aussi à son, dépens, hein. Donc c'est là justement l'aspect aussi finalement pharmacologique, de cette question aussi de l'empathie. Donc tout dépend de l'intentionnalité que l'on va placer dans, cette, notion, d'empathie. Alors cette notion donc d'empathie cognitive est une source de l'imagination, puisqu'elle va permettre de construire des hypothèses, de pouvoir faire des déductions, hein, en me dédoublant au niveau de la pensée, de penser comme l'autre, comme la nature quelque part. Eh bien, ça constitue la base de ce concept d'imagination, à bien distinguer de l'imaginaire, qui lui est le fait de se construire des histoires, mais qui ne sont pas forcément en lien justement avec la réalité ou avec l'autre. Elles sont particulièrement animées par mes propres désirs. Alors on peut aussi lier la question de l'empathie avec notre notion de mélancolie existentielle, à savoir que, je vous l'avais évoqué, que dans le mythe de Prométhée, celui qui vole le feu aux dieux pour les hommes, eh bien il va être condamné justement donc à être attaché à une montagne, donc le Caucase, où un aigle va venir dévorer son foie. Et il est là comme ça dans une situation de souffrance, heu, voilà, donc comme une sorte de punition justement de la faute, hein, donc une sorte de dégradation d'avoir été chassé, du paradis, un peu à l'image de la faute originelle également dans la mythologie, chrétienne, hein. Donc il y a une mélancolie, c'est-à-dire qu'on «regrette» entre guillemets ce paradis perdu, hein, on en est triste. Et cette tristesse que l'on peut voir, cette souffrance que l'on peut voir justement dans certains tableaux représentant ce Prométhée enchaîné, ben, peut susciter justement la notion de la gravité existentielle humaine, hein, qui est contrainte justement à devoir exister dans le travail, dans la production de savoir et autres. Mais ça peut susciter donc la pitié, parce que quand on voit ce Prométhée enchaîné, ou bien quand on voit Adam et Ève qui sont expulsés du paradis, on a la pitié pour eux, hein, mais c'est une pitié, c'est une empathie qui est hiérarchisée. C'est-à-dire que bien souvent, la pitié, c'est le regard d'un dominant sur un dominé. Donc il y a quelque chose qui est déséquilibré dans le regard que l'on porte au travers de la pitié. Mais c'est ce qu'on regarde, c'est le regard que l'on porte justement vis-à-vis de la faute, comme si la faute concernait les autres et pas soi. Et la pitié vient aussi mobiliser ce type de rapport. Alors, l'empathie, justement, donc lorsqu'elle est problématique, donc peut amener justement des observations pathologiques, comme dans le cadre de l'autisme, hein, où la question de l'autre est une grosse difficulté pour ces personnes. Et donc, être empathique vis-à-vis des autres, c'est difficile pour ces personnes, à des degrés variables, bien sûr. Et c'est particulièrement vrai chez les psychopathes, où là, ils n'ont aucune empathie, puisque l'autre est véritablement un objet de leur désir. Et le fait de faire souffrir l'autre n'a pour eux aucune valeur, parce que bien souvent, dans leur histoire personnelle, les psychopathes ont vécu justement un déni total de leur propre existence et de leur propre émotivité. Et c'est ce qui a amené bien souvent cette cristallisation problématique dans la psychopathie. Alors on en arrive maintenant à la conclusion. Donc qu'est-ce qu'on a évoqué donc dans ce module sur l'attachement et le lien? Ben, c'est que l'attachement est un processus inné, en tout cas pour John Bowlby, et qui est à la base donc du lien et de la relation, même si la notion de lien chez les psychanalystes ont une approche un peu différente. Elle est plutôt secondaire et consécutive de la gratification libidinale, donc bien souvent liée aussi à la pulsion, ce qui n'est pas le cas chez John Bowlby. Mais néanmoins, donc, dans cette notion d'attachement ou de lien, il y a l'importance donc du sentiment de sécurité intérieure qui doit faire l'objet d'une expérience et qui va être la source justement d'une résilience future. Donc, c'est-à-dire que si un enfant a un sentiment de sécurité intérieure puissant ou fort, eh bien,
il va justement être une source de résilience, donc une capacité de pouvoir traverser des éléments traumatiques beaucoup plus facilement que si justement ce sentiment est problématisé dès le départ, et que cette notion de lien, d'attachement est aussi la base de la personnalité, puisqu'elle va construire justement notre individuation au travers de l'autre, hein, l'altérité qui est en soi, puisque l'autre va me donner une existence. Euh, euh, donc il y a vraiment cette interaction entre l'autre et moi qui va me construire un lien, mais va me construire également moi-même. Et je vous avais évoqué que la personnalité, là, était l'aspect extérieur de mon intériorité et qu'elle pouvait justement être différente justement dans la notion d'intériorité. Donc, j'avais aussi évoqué l'importance dans cette notion d'attachement et de lien qu'il y a une altérité en soi qui se construit et qui va permettre justement la notion d'empathie, qui va être le limon aussi de la réciprocité donc dans les liens entre individus, parce que si on reste purement dans une logique individualiste et égocentrée, il est clair qu'une société ne peut pas se construire. On a besoin de l'autre, justement, et inversement, pour pouvoir justement pallier aux aléas, la vulnérabilité auxquelles l'humain donc est inévitablement confronté de par la vie et de par ces déficiences entre guillemets ontologiques que j'ai déjà évoquées, mais que justement ces notions d'empathie, de lien, d'attachement, s'ils sont l'objet d'une expérience négative, eh bien, peuvent justement donner une psychopathologie où bien souvent des processus répétitifs, mais des mécanismes de défense vont se mettre en œuvre et rigidifier les modalités de compréhension et de réaction donc des individus vis-à-vis de leur environnement et donc les amener justement à une situation de maladie, hein, donc c'est-à-dire une restriction de leur capacité de liberté d'une certaine manière. Donc ceci termine le module concernant donc attachement et lien.